Bien, on y va. Alors, cet exercice. Déjà, au début, je vous redonne les consignes méthodologiques fondamentales. Ces consignes, je vous les donne depuis le début de l'année, depuis le début de la seconde. Ces consignes sont essentielles. Vous êtes bientôt en fin d'année, bientôt en première. Vous devez absolument avoir intégré ces consignes de travail dans la perspective de la classe de première. Je constate que, depuis le début de l'année, certains répètent d'évaluation en évaluation les mêmes erreurs, sans même se corriger. Vous devez tous vous persuader que vous êtes capable de répondre aux exigences de la classe de seconde. Mais vous devez tous faire un effort pour abandonner les méthodes qui ne marchaient pas en classe de troisième, en collège, en vous disant « Attention, maintenant je suis en seconde ». Maintenant, ce qu'on va me demander, c'est de faire preuve, de construire un raisonnement. Et si donc je ne change pas de façon de travailler, je ne répondrai pas aux exigences. La première des choses fondamentales que vous avez à faire quand vous avez un exercice, c'est de vous poser la question « Qu'est-ce qu'on me demande de faire ?» Ici, on a un garçon qui ne présente aucun signe de puberté. La question, elle est là. Indiquer l'origine des symptômes de ce jeune homme. Voilà, je sais ce que je dois faire. Pourquoi ce jeune homme, pourquoi ce garçon n'a pas de puberté? J'ai un brouillon, j'ai un papier, je l'écris en rouge. Pourquoi il n'y a pas de puberté? Mais je n'écris pas que ça, parce que vous demande aussi de faire un schéma. Et ça, quand je donne un exercice comme ça en DS, il y a un élève sur deux qui ne font pas de schéma. Et quand je lui pose la question pourquoi tu l'as pas fait, il me répond « Ah, j'avais pas vu. Ah, je n'avais pas vu. » Ne zappez pas les phrases. Lisez bien les consignes. Au brouillon, en gros, en gras, en grand, j'écris « Faire un schéma ». Essentiel. Ensuite, vous ne devez pas, une fois que vous avez fait ça, vous savez où vous allez. Ok, j'ai la problématique, je sais ce qu'on me demande de faire. Ensuite, vous ne devez pas décrire les documents sans les exploiter. Quand je vois certains qui parmi vous font encore document 1, je vois que, document 2, je vois que, document 3, je vois que, document 4, je vois que. Non, ce n'est pas bon. Vous le savez, vous le savez. Pourquoi alors vous continuez à le faire? Ce que je vais évaluer chez vous, c'est votre capacité à construire un raisonnement. Ça veut dire à mettre en relation ce que vous voyez dans les documents avec la problématique. En quoi ce que je vois va me permettre de servir la problématique, de répondre à la question qui est posée. Et ça se fait au brouillon. L'usage du brouillon est absolument fondamental. Vous ne pouvez pas vous en dispenser. Au brouillon, vous allez écrire ce que vous voyez, vous allez dire à quoi ça va vous servir et vous allez construire votre raisonnement. C'est absolument essentiel. Combien de parties je vais avoir? Comment est-ce que je fais le lien entre chacune de mes parties? C'est un travail de brouillon. Ça suppose d'avoir étudié tous les documents avant de commencer à rédiger au propre. Travailler au brouillon en étudiant les documents, en construisant son raisonnement, ce n'est pas du temps perdu. Ça permet après d'être beaucoup plus efficace et rigoureux quand vous allez au propre rédiger votre réponse. Alors ici, un premier document. Il vous dit qu'à partir de la puberté, 4 hormones sont produites. La testostérone, produite par les testicules, celle-là je la connais déjà. Je peux déjà tout de suite faire un lien avec le document de A. Testostérone produite par les testicules, pas n'importe où, par ces cellules qu'on a ici, qu'on appelle les cellules interstitielles, que vous appelez aussi les cellules de Leydig. Bien, ça je connais. Mais on me dit aussi qu'à la puberté, 3 autres hormones sont produites. La GnRH, la LH et la FSH, produites par 2 glandes, l'hypothalamus, première glande du cerveau, l'hypophyse, deuxième glande du cerveau. Ça, c'est nouveau. L'hypophyse, je l'ai vu un petit peu, mais c'est nouveau globalement. J'ai donc 2 glandes qui produisent 3 hormones. Je ne sais pas quelle glande produit quelle hormone. Je n'en sais rien. Et je ne vais pas rechercher sur Internet ou ailleurs. Pour l'instant, je ne sais pas. Si j'en ai besoin, il faudra que je le trouve. Ça, c'est important. Dans votre travail, n'allez pas balancer des connaissances alors que les connaissances doivent être déduites des documents. C'est absolument essentiel. Si
ces 4 hormones commencent à être produites à la puberté, c'est que ces 4 hormones jouent un rôle dans la puberté. Question, quel rôle? Voilà, et je fais ma transition. Quels sont les rôles respectifs de chacune de ces hormones? Je renvoie alors au document 2b, où je vois que dans toutes ces hormones, celle qui est absolument fondamentale, qui va déclencher la puberté, développement de la pilosité, du pénis, l'éjaculation, la production des spermatozoïdes, la musculature, la voix, la barbe, eh bien c'est la testostérone. Et que s'il n'y a pas de testostérone, tous ces marqueurs de la puberté n'apparaissent pas. Ah, c'est intéressant, parce que le garçon que j'étudie ici, il n'a pas de puberté. Je peux donc dire que s'il n'a pas de puberté, c'est sans doute parce qu'il n'a pas de testostérone, puisque c'est la testostérone qui est responsable de l'apparition des signes de la puberté. Mais s'il n'a pas de testostérone, pourquoi? Qu'est-ce qui explique que ce garçon ne produise pas de testostérone? Et je fais le lien avec la suite. Puisque je sais qu'à la puberté, il y a d'autres hormones qui interviennent, GnRH, FSH, LH. Je pose la question, s'il n'y a pas de testostérone, comment l'expliquer? Et je vais donc expliquer ce qui va contrôler la production de testostérone. Document 3. Hypothalamus, hypophyse. Ces deux petits organes qui sont dans le cerveau. Lorsque je fais une ablation de l'hypophyse, donc j'enlève l'hypophyse, j'ai toujours la GnRH, mais je n'ai plus de FSH et je n'ai plus de LH. J'ai l'hypophyse, j'ai de la FSH et de la LH, je n'ai plus d'hypophyse, je n'ai plus de LH, je n'ai plus de FSH. Conclusion, c'est l'hypophyse qui fabrique la LH et la FSH. Tout simplement, je vois que, donc je peux dire que je l'ai écrit au brouillon. Mais quand j'enlève l'hypophyse, je laisse l'hypothalamus et j'ai toujours de la GnRH. Ce sera donc l'hypothalamus qui libère la GnRH. Ce qui fait que quand je fais l'ablation de l'hypothalamus, logiquement, je n'ai plus de GnRH. Mais je devrais avoir quand même de la FSH et de la LH, puisque la FSH et la LH sont produites par l'hypophyse. Eh bien, quand j'enlève l'hypothalamus, non seulement je n'ai plus de GnRH, mais en plus, je n'ai plus de FSH et de LH. Comment l'expliquer? Tout simplement que le fonctionnement de l'hypophyse est contrôlé par l'hypothalamus. L'hypothalamus libère des hormones qui agissent sur l'hypophyse. L'hypophyse, en retour, libère des hormones. Eh oui! Dites-vous, je suis sûr. Ah, c'était ça? Eh bien oui, c'était ça. Mais après, trouvez-moi une autre explication à ce tableau. Il n'y en a pas. On a toujours en tête l'idée qu'une hormone est une molécule transportée par le sang qui agit sur un autre organe. Ce qui fait que maintenant, regardez, ces expériences deviennent très claires. J'ai une souris qui n'a ni hypothalamus ni hypophyse. J'injecte la GnRH, qui est l'hormone produite par l'hypothalamus. Quand j'injecte la GnRH, d'accord, eh bien, quelques temps après, hop là, le taux de FSH et de LH va augmenter. D'accord? Puis, quelques temps après, le taux de testostérone va augmenter. C'est la GnRH qui est responsable de la production de FSH et de LH, qui est responsable de la production de testostérone. FSH et LH, deux hormones. Quand j'injecte la LH, la production de testostérone augmente. C'est donc la LH qui est responsable de la stimulation des cellules interstitielles de la digue et de la production de testostérone. D'accord? Et quand j'injecte bien sûr la testostérone, le taux de testostérone augmente, ça c'est logique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça veut dire que dès maintenant, je peux mettre en place le schéma qu'on me demande. L'hypothalamus libère la GnRH qui agit sur l'hypophyse. L'hypophyse libère la LH et la FSH. La LH agit sur les cellules interstitielles qui libèrent la testostérone. La FSH, elle agit sur quoi? Elle agit, on vous le dit après ici, hop là, sur les cellules de Sertoli. Ici. D'accord? Les cellules nourricières. Bien. Donc, elle agit sur les cellules de Sertoli. La testostérone libérée va alors permettre au signe de la puberté de se mettre en place. Ça y est, j'ai mon schéma. Tout est en place. Mais je pose alors la question, très bien, mon schéma est en place. L'individu que j'étudie là, s'il n'a pas tous ces signes-là caractéristiques de la puberté, c'est qu'il n'a pas de testostérone. Mais s'il n'a pas de testostérone, comment l'expliquer? Est-ce que c'est lié aux cellules interstitielles qui ne fonctionnent pas? Ou est-ce que c'est lié à l'hypophyse ou à l'hypothalamus? Transition
troisième partie. Transition, troisième partie. Document 4. On analyse le patient et on fait une biopsie du testicule. C'est-à-dire qu'on prend un tout petit fragment du testicule. Ça n'a pas de conséquences pour l'individu. Quand on regarde les biopsies du testicule chez le patient, on constate que le testicule contient bien les tubes séminifères et contient bien des cellules interstitielles qui produisent normalement la testostérone. Ça veut dire que cet individu, il est normal. Enfin, que ses testicules sont normales. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas de testostérone, cet individu? L'action du testicule est sous le contrôle de l'hypophyse et de l'hypothalamus. L'individu malade, il possède de la GnRH. Donc, son hypothalamus fonctionne parfaitement. L'individu malade, le patient, pardon, il ne possède pas de LH et pas de FSH. Donc, l'hypophyse ne fonctionne pas. L'hypothalamus a beau stimuler l'hypophyse ne fonctionne pas. L'hypophyse ne libère pas d'hormones. Et si l'hypophyse ne libère pas d'hormones, forcément, le testicule n'est pas stimulé, forcément, je n'aurai pas de testostérone. Et voilà, j'ai ma solution. Ça y est. Ça y est. Le problème, il est où? Il est là. L'hypophyse ne fonctionne pas. Comment expliquer que l'hypophyse ne fonctionne pas? Et on continue à avancer. Vous voyez qu'on avance comme ça progressivement. Et toutes ces questions que je vous pose, questions intermédiaires, sont mes transitions. On vous dit que cet individu possède en son sang 10 000 microgrammes par litre de fer. Alors que normalement, quelqu'un possède entre 30 et 300 microgrammes. Et on vous dit que lorsqu'il y a trop de fer, eh bien, ça peut avoir des conséquences dans certains organes en détruisant une partie des cellules. Or, quand je regarde l'hypophyse du patient, elle apparaît ici en noir. On vous dit que la couleur sombre est caractéristique d'une activité réduite par rapport à l'hypophyse d'une personne normale, saine, qui possède ici une couleur blanche. Ça y est, l'hypophyse de cet individu ne fonctionne pas parce que l'individu possède dans son sang un excès de fer. Pourquoi? C'est pas le problème. On est sur autre chose. Moi, j'identifie l'origine de l'absence de puberté. L'origine de l'absence de puberté, elle est là. Elle est liée à un dysfonctionnement hypophysaire que ne libère pas d'hormones qui fait que les cellules interstitielles ne peuvent pas libérer de la testostérone. Comment soigner cet individu? En conclusion, en injectant de la LH. Si à cet individu, j'injecte... Alors, déjà, en essayant de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a autant de fer. Voir si on peut y remédier. Mais en parallèle, si on ne peut pas y remédier, injecter de la LH pour permettre à la testostérone d'être libérée par les cellules interstitielles et permettre à la puberté d'apparaître chez ce garçon. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, conclusion, on me demandait d'indiquer l'origine des troubles de cet individu. Je peux répondre, cet individu n'a pas de puberté parce que cet individu ne libère pas de testostérone. Et si cet individu ne libère pas de testostérone, c'est parce que l'hypophyse, qui par ses hormones stimule le testicule, ne fonctionne pas. J'ai un dysfonctionnement hypophysaire. Comment remédier au problème? Déjà, essayer de comprendre pourquoi il y a autant de fer. Par ailleurs, injecter de l'hormone hypophysaire LH de façon à se substituer à la carence observée chez l'individu. Et j'ai terminé mon travail et je rends ma copie. Tout ça, oui, effectivement, tout ça. Vous voyez comment j'ai structuré mon travail? Une introduction, je pose la problématique. Un grand 1, j'identifie le rôle de la testostérone et je pose la question, mais alors, qu'est-ce qui se passe chez lui? Un grand 2, là, je montre que le testicule est contrôlé par l'hypothalamus et l'hypophyse. Un grand 3, je montre que chez cet individu, c'est l'hypophyse qui ne marche pas du fait de l'excès de fer. Conclusion, j'ai expliqué pourquoi l'individu n'a pas de puberté et j'ai mon schéma de synthèse qui résume les choses. Et j'ai terminé. Pour vous, c'est pas terminé. Là, j'ai fait la correction. Maintenant, vous allez reprendre votre travail fait auparavant. Et vous allez refaire le raisonnement que j'ai tenu, moi, là, par oral en vidéo. Vous avez essayé de le reconstruire et de refaire son travail. Comprendre vos dysfonctionnements, comprendre vos erreurs de méthode. C'est le travail que vous avez à faire maintenant, en revenant éventuellement à cette vidéo pour comprendre les choses. Voilà, à vous de travailler et de reprendre ce raisonnement, de reprendre les documents, de reconstruire tout ce que j'ai pu faire moi ici de manière assez rapide depuis un quart d'heure. À vous, au travail!